se pose sur ma tête, la couronne s'est posée. La couronne s'est posée. La couronne s'est posée. Elle s'est posée sur la tête de Esther. La couronne s'est posée. Non mieux c'est l'ici gaglé. Non mieux c'est l'ici gaglé. Esther ici. Non mieux c'est l'ici gaglé. Non mieux c'est l'ici gaglé. Oh non mieux. Non mieux c'est l'ici gaglé. Par mieux Jésus. On est mis dans Waju, on est mis dans Waju, non mieux wa yo miye. On est mis dans Waju, on est mis dans Waju, on est mis dans Waju, non mieux wa yo miye. On est mis dans Waju, non mieux c'est l'ici, oh c'est l'ici, non mieux c'est l'ici, Jésus c'est l'ici. C'était Lili Léla, chantre Lili Léla avec son titre Couronné. Voilà la couronne. Bonjour Lili. Bonjour. Alors on a eu l'occasion d'entendre les paroles, notamment Jésus vous a couronné. Quel est le message profond qu'on doit retenir de cette chanson? Nous pouvons dire que la reine Esther, dans la Bible, lorsqu'elle était une jeune fille, elle devait se marier. Amen. Et elles étaient nombreuses dans la cour du roi. Et donc, il a fallu qu'on prenne quand même une jeune fille parmi toutes ces nombreuses femmes. Et Dieu l'a suscitée, elle a été couronnée. D'accord. On va dire que Dieu l'a choisie et elle a pu entrer dans sa destinée. C'est un thème qui est en parfaite adéquation avec la fête que les chrétiens célèbrent aujourd'hui, l'Ascension. Oui, c'est bien ça. Oui, et parce que Jésus, lui également, il rentre dans sa destinée en montant au ciel. Merci beaucoup, Lili. Un message à passer aux différents téléspectateurs? Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, c'est le jour de l'Assomption et que vraiment, tous les chrétiens puissent demeurer dans le Christ et obéir également à la parole de Dieu pour que l'Éternel soit glorifié. Merci beaucoup, Lili. Alors, on va continuer avec les ovations pour permettre à notre invité de se positionner juste derrière son écran, elle aussi pour suivre ce qui va se passer sur ce plateau. Merci beaucoup, Lili.
Eh bien, mesdames et messieurs, vous le savez, le monde est en constante évolution et dans ce monde, les entreprises doivent sans cesse trouver les moyens de s'adapter. Les personnes polyvalentes, elles représentent, on va dire, un véritable atout qu'il faut prendre en compte. Les jeudis à ce midi, c'est Success Story et nous essayons de promouvoir ces personnes. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à C'est midi. À la une de cette émission, Maude Camara, une femme au profil polyvalent et atypique qui a su s'imposer dans son milieu professionnel. Je vous invite à rester avec nous pour découvrir son histoire tout à l'heure. Mais pour l'émission de ce jour, je ne serai pas seul. Galanterie oblige, je vais commencer par ma très chère Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour. Alors de quoi est-ce qu'on parlera aujourd'hui? Alors, on va parler un peu de Kwetezoe Albert, le grand philosophe. Et ensuite, on va parler de ces saisons de pluie là. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant les saisons de pluie. Et l'histoire de Kwetezoe Albert, c'est toujours en rapport avec la COP15. Oui, le pauvre, il a été tellement frustré. Il va falloir qu'on arrête un peu, hein, franchement. D'accord, juste à côté, on a Jean-Richard. C'est pas toujours qu'on se croise. Ah oui, pas toujours. Bonjour Police et bonjour à tous. Très heureux de te retrouver. Ben, pareillement. Et de l'autre côté, on a carrément Carole. J'ai envie de dire, ça fait un siècle. Ah oui, c'est le retour. C'est le grand retour depuis le lundi et c'est que du bonheur. En plus, c'est la première fois, hein, un jeudi comme ça depuis le début de cette saison. Tout à fait, tout à fait. Ben, ravi de vous retrouver, tout comme je pense que les téléspectateurs sont également ravis de te retrouver. Alors, je le disais, le thème qui nous retient aujourd'hui, c'est Maude Camara, une femme au profil polyvalent et atypique qui a su s'imposer dans son milieu professionnel. Je vous invite à découvrir son portrait. Ses ambitions, ses choix, ses aptitudes justifient la carrure qu'elle a aujourd'hui. Cadre modèle dont les compétences font école dans le milieu de la gestion des ressources humaines en Côte d'Ivoire, Maude Camara, directrice des ressources humaines et administration de Petro-Ivoire, a un parcours inspirant. Femme aux multiples casquettes, puisqu'elle intervient également dans l'événementiel, son portrait retient l'attention de l'équipe de production de ces midis, qui lui offre une lucarne pour transmettre ses valeurs aux jeunes cadres de sa génération et également aux futurs travailleurs en quête de repères. Dans quelques instants, son entretien avec Caroline Da Silva. On va dire la version masculine de Caroline Da Silva. C'est ça, tout à fait. Alors, je rappelle que le portrait a été rédigé par Adji Raymond et lu par Nafi Touri. Bonjour Maude. Bonjour Paulus. Bienvenue à ce midi. Merci. Bah, on va dire que les plateaux de télé, ce n'est pas vraiment nouveau pour vous, hein, parce qu'avec vos différentes activités, vous avez eu l'occasion de passer sur des radios, tout comme des chaînes de télé. C'est vrai. D'accord. En tout cas, nous, on est très ravis de vous avoir sur ce plateau. Surtout votre profil en rapport avec les ressources humaines. Ouais, Comment vous vient cet amour pour les ressources humaines? Ce n'est pas quelque chose qu'on développe forcément durant l'enfance. Oui, c'est vrai. Mais je pense que ça fait partie aussi de ce qu'on est depuis qu'on est jeune. En fait, aimer les ressources humaines, c'est vraiment aimer l'humain, c'est vraiment être ouvert en fait à tout ce qui est social. Donc, je pense que j'ai toujours été peut-être comme ça, je pense, hein, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours aimé les autres, j'ai toujours été très affable, très ouverte en fait aux autres. Et finalement, ça s'est ressenti dans mon métier. Quoique je n'avais pas prévu de faire des ressources humaines au départ, parce que je me suis orientée plutôt dans la comptabilité, dans la finance. Et puis finalement, j'ai fait un peu de commercial et puis j'ai débarqué sur les ressources humaines et je m'y plais. D'accord. Mais j'aimerais qu'on retourne un peu sur votre enfance. C'était quoi votre rêve de jeune fille, on va dire? Quand on est enfant, on n'a pas vraiment de rêve, en fait. On vit... c'est pas tous les enfants qui savent exactement ce qu'ils veulent faire, en fait, plus tard. Donc, mon rêve de jeune fille, c'était quoi? C'est être une princesse, regarder la télévision. À l'époque, nous, on avait des dessins animés, Candy, la princesse au bois dormant. Bon, donc, tu avais envie d'être une princesse, rencontrer le prince charmant. Mais pour être plus sérieux, après, tu grandis et les choses se dessinent un peu plus. Jusqu'à la terminale, j'avoue que je ne savais pas très bien ce que je voulais faire. J'ai été un peu orientée par mon père et ma mère. Et puis finalement, j'ai été orientée dans quelque chose que je n'aimais pas vraiment. Et j'ai décidé de faire autre chose et ça a tracé mon parcours.
D'accord. Alors, vous l'avez dit, vous avez été orienté en comptabilité. Donc, Oui. à quel moment vous passez aux ressources humaines? Alors, disons qu'avant la comptabilité, bon, je passe un bac A déjà. Et mon père me voit dans du droit, mon père et ma mère. Donc, ils me voient en train de faire du droit. Je ne sais pas trop ce que c'est et puis je ne sais pas trop ce que je veux faire. Donc, j'y vais. Première année, je sais très bien que ce n'est pas ce que je veux. Et je décide donc de faire de la comptabilité. Bon, ils sont un peu surpris parce que je pars d'une série littéraire à une série technique, enfin à une filière technique. Bon, c'est pas très logique. Et finalement, je reste dedans parce que c'est ce que j'ai demandé, c'est ce que j'ai décidé. Et donc, je fais de la finance après, j'ai un master, je commence en fait à travailler. Donc, je fais de l'audit. Et à un moment, il y a une opportunité et je postule pour une fonction plutôt commerciale. D'accord. Donc, gestion et commerciale. Vos choix, Paulus, si tu peux, est-ce Oui, que oui, tous bien vos sûr, choix ont Jean-Richard. été guidés par votre père? Parce que là, vous revenez votre père, vous ne savez pas trop ce que vous Non, non, faire, non. dans quel- Mes choix n'ont pas forcément été guidés par mon père dès le départ. Enfin, en continu. Je parlais du départ. C'est-à-dire que j'étais en terminale. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Donc, mes parents m'orientent. C'est normal. Ça, c'est le rôle des parents. Après, je m'oriente toute seule parce que je préfère faire ce que j'aime. Donc, je laisse le choix de mes parents et je décide de rentrer dans de la finance. Et là, c'est différent. Mais justement, comment ça a été? Parce que papa décide que vous vous intéressez au droit. Finalement, comment vous arrivez à convaincre papa que vous avez envie de faire autre chose? Mais après c'est ce que je fais. Je suis inscrite en droit, mais je n'aime pas. Je n'aime pas. Bon, qu'est-ce que tu aimes? Bon, j'ai envie de faire de la comptabilité. Tu sais ce que c'est? Oui, je sais. Bon, à ce moment-là, on est un peu dans le défi. Hein. Donc, tu sais ce que c'est? Oui, je sais. OK, d'accord. Et tu sais que c'est très technique? Oui, je sais. Et bon, OK, ben donc, vas-y. Et donc, du coup, il faut prouver que tu es capable. C'est ça. Donc, il a fallu justement prouver que j'étais capable de le faire parce que tout le monde était sceptique. Tu es littéraire, tu vas dans une filière technique. Vous voyez, quand on s'oppose en fait à l'enfant, ça peut créer des chocs. Et donc, il laisse faire, mais il regarde sans être sûr que bon, ça puisse marcher. Bon, on va la regarder faire et puis on verra bien. Mais là, on a ce regard en fait qui nous pousse à dire, j'ai dit que je veux le faire, donc je dois réussir. Faut se donner Et les donc, moyens, en je fait. me donne les moyens de réussir. Vous étiez quel type? J'ai envie de savoir, vous étiez quel type d'élève? Assez studieuse, un peu... Alors, est-ce que je suis j'étais une élève studieuse? Bon, je faisais ce qu'il fallait, hein, pour être vrai. Pour être C'était vrai. quoi ce qu'il fallait? Juste la moyenne? C'était avoir la moyenne pour passer en classe supérieure, avoir mon examen et puis montrer. Parce que, vous voyez, quand on arrive en fait à l'université, on n'a plus la démonstration d'être le premier de la classe ou On cherche plutôt à progresser. Honnêtement, on cherche à progresser. Donc, je ne sais même pas à quelle étape j'étais, mais ce qui est sûr, je progressais. D'accord. Donc, je voulais passer mes examens et réussir mes examens. Et ça, Alors, c'était qu'à l'université ou même étant élève, vous cherchez que la moyenne? Bon, en étant élève, on cherchait à faire plaisir aux parents. Si le père ou la mère te dit, bon, ramène 12 de moyenne, débrouille-toi pour ramener les 12 de moyenne. Bon, en général, c'est ça, en fait. Quand on est enfant, on va à l'école pour faire plaisir aux parents. Quand on est enfant. Après, quand on va à l'université, on commence à se faire plaisir nous-mêmes parce qu'on sait ce qu'on veut faire. D'accord. Et puis, voilà. Et quelles ont été les difficultés d'adaptation auxquelles vous avez été confrontés? Parce qu'on l'a dit, vous passez de la filière littéraire à une filière un peu plus technique, sinon de la série littéraire à une filière un peu plus technique. Combien de temps faut-il pour vous adapter? Alors, par contre, ça demande du travail. Parce que quand à la base, en fait, tu n'as pas le profil, mais ça, c'est dans toute chose. Il n'y a pas que dans le cas de l'école. Je veux dire, quand on n'a pas le profil initial, ça nous demande de travailler 2 fois plus pour pouvoir se mettre à niveau. Donc, après, c'est les aptitudes de la personne à aller vers les autres, demander de l'aide, voir quels sont les écarts qu'on a pour pouvoir les combler, essayer de voir avec qui on peut travailler. Moi, par exemple, j'avais pris sur moi de travailler avec quelqu'un qui est des devanciers.
qui avaient déjà fait le BTS comptabilité et qui m'ont aidé en cours particulier, voilà, pour me mettre à niveau. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait par moi-même. J'ai décidé de prendre un répétiteur pour m'accompagner, pour m'aider. Donc la première année, ça a été ça, le temps de la mise à niveau, et puis après, tout est parti. D'accord. Oui, Nadia? Et combien d'années il a fallu, enfin, combien de temps il a fallu pour que votre père soit satisfait du choix que vous avez opté? Je pense quand j'ai fini mes études. Waouh. Ça a duré, oh. Non, mais oui, parce que, en fait, c'est normal. Oui. Parce qu'on commence, en fait, on commence quelque chose. Et quand j'ai eu mon BTS, par exemple, il était content. Mais ce n'était pas fini. Donc, il fallait encore aller, il fallait pousser. Voilà, donc même là encore, il me disait, mais tu es sûr que tu veux rester dans la finance? Tu es sûr que tu ne veux pas t'orienter? En fait, ce qui était intéressant, c'est que mes parents me connaissent. Et ils savaient que j'étais plutôt tournée vers l'humain, plutôt sociale et tout. Donc, ils ne me voyaient vraiment pas dans cette filière que j'avais choisie. Mais moi, je n'en avais pas conscience. Et c'est ça qui est beau, en fait. Donc, ils observent, ils t'accompagnent, mais ils savent que la finalité, ça ne sera pas ça. Et donc, ils te posent un peu la question, mais ma mère me disait, mais t'es sûre, tu n'as pas envie de faire un peu de communication? Mon père aussi, pareil. Et puis, je disais, non, je veux rester dans ma finance. Je veux être financier. Bon, je suis restée financier et ils ont été contents parce que je suis allée jusqu'au bout de ce que j'avais dit. D'accord. Alors, une chose est de poursuivre ce parcours, on va dire ce cursus scolaire et supérieur, et après vient la période où il faut rechercher de l'emploi. Ouais. Et là, les choses ne sont pas aussi faciles qu'on pourrait le croire. C'est vrai que c'est pas évident, mais j'ai eu beaucoup de chance parce que quand j'ai été diplômée, je suis venue en Côte d'Ivoire, j'ai postulé dans une entreprise de la place pour être auditeur financier et j'ai été retenue. Là, j'ai eu vraiment beaucoup de chance, c'était très bien. C'était le premier poste auquel vous avez postulé? C'était le premier poste auquel j'avais postulé. J'ai été en Europe, j'avais postulé en France, mais ça n'avait pas marché en France. Et j'avais postulé aussi en Côte d'Ivoire. Et dès que j'ai eu l'opportunité, je suis entrée. Et donc, j'ai commencé à travailler. Et là encore, j'étais contente parce que c'était moi, en fait. Voilà. Et j'ai commencé à travailler. Ça se passait très bien. Et j'aimais beaucoup ce que je faisais, je travaillais beaucoup. Alors, pour la petite histoire, quand j'étais étudiante, quand j'étais élève, je travaillais vraiment le minimum. Et quand j'ai commencé à travailler, et jusqu'à présent, j'aime travailler. C'est bizarre, hein, les choses ont changé. J'adore travailler. Et donc, quand j'ai commencé à travailler, j'étais contente. Les auditeurs, en fait, en général, on travaille tard. Et ça faisait chic, en fait, de dire que je travaille tard, je descends à 20 heures. Ça me plaisait, en fait. J'aimais ça. Et donc, voilà, être tout le temps en train de travailler, ça faisait... Je trouvais que ça faisait fun. Voilà, j'aimais bien. Et donc, du coup... On avait un salaire aussi. C'est ça. En plus, il y avait le salaire aussi. J'étais bien parce que je vivais encore à la maison. Ah, il n'y a pas de charge. Non, il n'y avait pas trop de charge. Il n'y avait pas trop de charge. Donc voilà, bon, en même temps, je ne suis pas très dépensière aussi. Donc, voilà. Mais c'était bien. J'aimais bien. Et puis, et donc là, après, le parcours a continué. D'accord. C'était le début. OK. Et là, vous étiez dans quel domaine spécifiquement? J'étais dans l'audit à ce moment-là. Donc, oui. J'étais toujours dans les finances. Donc, j'étais auditeur financier. J'ai travaillé pendant 2 ou 3 ans. On va dire dans quel secteur d'activité? C'était la finance. C'était dans l'audit. C'était l'audit. Et après, vous allez avoir la chance de passer à une autre entreprise? Après, je vais dans une autre entreprise, spéciale entreprise, parce que là, je postule maintenant pour l'entreprise familiale. Okay. Il y a eu une opportunité. Et là, on n'est plus dans le domaine de la finance? Non. C'est quel domaine? Là, l'opportunité qu'il y avait, c'était au niveau de Pétro-Ivoire, je peux le dire? Juste une fois, ça va. Donc, l'entreprise familiale, en fait. Donc, là-bas, il était question de créer un département gaz. Donc, il était question de créer le département gaz. Et donc, il y avait une opportunité. Et j'ai demandé, en fait, à pouvoir gérer ça, parce que j'avais déjà les compétences. Je pense que j'avais le niveau. Et donc...
Mon père m'a dit, bon, ok, d'accord. Enfin, il était le PDG à l'époque, parce qu'il n'est plus là. Et, voilà. Et il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je démissionne et je vais retrouver l'entreprise. Et là, la première difficulté qu'il y a eu, c'est que j'ai démissionné, je me souviens toujours, j'ai démissionné, j'ai déposé ma lettre de démission dans mon entreprise le 18 et le 18 septembre 2002, c'est là qu'il y a eu la guerre. Et le 19 septembre, dans la nuit du 18 au 19, il y a eu la crise. Oui, la crise. Et donc, du coup, le projet gaz a été mis en suspens, en stand-by. Wow. Donc, je me retrouvais au chômage. Aïe. Aïe. Pourtant, on aurait pu penser, étant donné que c'est l'entreprise familiale, ça aurait été plus facile quand même d'avoir, même si c'est un autre emploi, quelque chose comme ça. Ben non, non, parce que c'est vrai que c'est une entreprise familiale, mais fondée par des capitaux à cause du capital. Mais l'entreprise fonctionne comme une entreprise normale. S'il n'y a pas de poste, il n'y a pas de poste. On ne pourvoit pas un poste dans le vide. Voilà, c'est parce qu'il y a une opportunité, parce qu'il y a un emploi voilà, qu'on postule. Mais moi, malheureusement, l'entreprise se retrouvait dans une situation où il ne pouvait pas aller... enfin, il ne pouvait pas réaliser, en fait... ce qu'ils avaient prévu. Ce qu'ils avaient prévu à ce moment précis. Donc, le projet a été mis en stand-by. Et comment vous surmontez cette situation? Pas facile. Pas facile parce que je suis restée peut-être pendant pratiquement 8 mois sans travailler. Donc, je me souviens, je m'étais mariée, j'avais un enfant. Donc, c'était mon mari qui nous gérait un peu. Et puis finalement, au mois de l'année qui a suivi, en juillet, j'ai pu là maintenant rentrer. Parce que j'avais quand même un contrat de travail, même s'il était suspendu, mais j'avais quand même un contrat de travail. Mais je ne suis pas partie sur le gaz, je suis partie sur une autre filière. Et là, il y avait un autre défi, c'était la gestion de la chaîne de boutiques, en fait, des stations-service qu'on gérait. Donc, j'ai commencé par là, et puis petit à petit... Et à ce niveau, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans l'entreprise familiale? Bon, les difficultés, bon, je travaillais avec mon père, déjà. Est-ce que c'est bien de travailler avec papa? Oui et non. Oui et non. Oui, parce qu'on apprend. Non, parce qu'on apprend aussi. En fait, c'est une manière de dire ça. On aurait dit de la philosophie. Voilà, on apprend parce qu'il a vraiment envie de léguer, de donner quelque chose. Et je pense que dans tous les cas, que ce soit le père ou que ce soit le patron, à n'importe qui, on a toujours envie de donner son savoir. Maintenant, la relation père et enfant dans le travail, ça reste difficile parce qu'il faut faire en fait une cassure entre ce qu'on est à la maison et ce qu'on est au travail. Et quand tu sais la personne que tu as, tu connais la personne que tu as. Moi, je suis, comme je dis, assez boute-en-train, assez joueur, assez rieur. Et là, on arrive dans le cadre du travail. Et là, il faut performer, il faut donner. On n'est pas là pour rigoler, on n'est plus à la maison, on n'est pas dans la cour de récréation, on est vraiment là pour performer, pour produire. Donc là, il faut changer, casser en fait les paradigmes et puis me ramener en fait dans le strict sensus professionnel pour m'emmener en fait à être performant. Et là, ça peut être sujet de pression, en fait. D'accord. Alors, moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a facilité la tâche? C'est vrai que vous avez eu votre contrat, il y a eu la crise, mais déjà, la première fois, dès que vous postulez, vous êtes retenu. Et aussitôt, quand vous déposez la démission, vous êtes retenu de l'autre côté. Qu'est-ce qui a joué en votre faveur? Est-ce votre CV, vos potentialités? C'était quoi? Bon, il y avait un peu de tout. Ou de là où j'étais à la société familiale, oui. Il y avait un peu de tout. Bon, il y a l'avantage quand même que je suis la fille du patron. Ça, c'est un avantage qu'on ne peut pas nier. Maintenant, ce n'est pas l'avantage maximum. Enfin, ça, c'est une porte d'entrée. Oui. Mais après,
que je sois la fille du patron, si je ne performe pas, ben, je me retrouverai... c'est facile ce serait facile pour mon père de me dire, bon, écoute, mets-toi un peu de côté, et puis on va mettre les gens qui savent travailler devant. Exactement. Donc ça, ce serait plus facile pour lui. Alors, donc, la porte d'entrée, c'était ça. La deuxième aussi, c'est le background, parce que j'ai un niveau. Donc, j'ai travaillé, j'ai un diplôme et tout. J'ai quand même une expérience professionnelle que je peux faire valoir. Donc, ça aussi, ça joue en ma faveur. Et ça aurait pu jouer en ma faveur dans n'importe quelle autre entreprise. Donc, je suis compétitive, en fait, sur le marché à ce moment. Alors, vous avez progressé énormément pour vous retrouver au niveau des ressources humaines. Et aujourd'hui, qui parle d'emploi parle de CV. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à tous ces jeunes qui sont en quête d'emploi, auxquels on dit qu'il faut un bon CV, il faut respecter certaines choses? Vous, en tant que spécialiste, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Oui, c'est la difficulté, en fait, qu'on a aujourd'hui. Quand on lit un CV... On a de très beaux CV. En fait, les gens nous apportent des CV, ils écrivent, c'est très, très beau. Là où le problème commence à se poser, c'est quand on se retrouve en phase d'entretien. Alors, ils arrivent à l'entretien, les jeunes, il y en a qui savent se vendre, et il y en a qui n'ont vraiment pas qui savent pas se vendre, qui ne se vendent pas du tout. Et pourtant, qui ont des compétences, des qualités. Et qui ont des compétences, qui peuvent avoir des qualités. Mais le problème, c'est qu'en fait, on met des choses dans la tête des gens. Exactement. Et les jeunes ne sont pas ouverts, ne s'ouvrent pas l'esprit, en fait. On est stéréotypé, en fait, dans ce qu'on nous a appris. On nous a dit que quand on s'en va, mettez vos atouts en avant, dites que vous êtes brillant. Bon, des fois, tu n'as pas vraiment d'idée de qu'est-ce que tu as à dire. Donc, le jeune, il arrive, je suis dynamique, j'ai du leadership et tout. Bon, plein de gros mots qui sont dénués de sens pour eux. Parce que quand tu dis « je suis dynamique » et que tu arrives, tu es tout flegmatique. Bon. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Il y a une adéquation. Donc, là, il y a déjà un problème. Je sais dire, normalement, je veux dire, en entreprise, toute la personnalité de chacun peut être utilisée. Et la personnalité peut se transformer en compétence. Il y a des personnes, par exemple, qui sont timides. Qu'est-ce que tu veux faire d'une personne timide? Je veux dire, ce n'est pas parce qu'elle est timide qu'elle ne travaillera pas. Elle a d'autres aptitudes. Par contre, une personne timide pourrait travailler dans un environnement où elle n'a pas besoin d'être en front avec, par exemple, des relationnels avec des clients et tout. Donc, elle peut travailler en backup. Voilà. Elle peut travailler, par exemple, sur des projets. Dans sa timidité, elle sera très, très efficace. Voilà. Donc, en clair, le conseil que vous recommandez aux jeunes, c'est de se développer, d'apprendre à vendre, en fait. À dire ce qu'on est. À dire ce qu'on est. Oui, je suis une personne très, très réservée. Je suis une personne timide, c'est vrai. Je postule pour un poste, par exemple, de financier ou d'auditeur ou je ne sais pas, moi, de chef de projet. Certes, je suis timide, mais avec ça, à cause de ma personnalité, vous êtes sûr que, par exemple, la confidentialité sera respectée et tout, parce que je ne m'exprime pas, je ne parle pas trop et tout. Donc, c'est des atouts, en fait, qu'on peut être en train de rechercher. Imaginez un peu quelqu'un qui vient, un auditeur. L'auditeur, par exemple, c'est régi aussi par tout ce qui est confidentialité et tout. Le gars qui vient, moi je suis très exubérant, hein. Moi je suis très dynamique et puis je parle beaucoup, et je postule en fait pour un poste d'auditeur. Bon, le directeur de l'audit ou bien le chef de service audit qui est en train de recruter, il se dit ouh là là, j'ai un gars qui va sortir en balancer tous les rapports. Voilà, il est capable de divulguer toutes les informations. Et même pour le commercial, regardez, on a tendance à penser que le commercial c'est celui qui parle beaucoup. C'est pas vrai. Le commercial, ce n'est pas celui qui parle beaucoup, c'est celui qui est capable de convaincre. C'est ça. Donc, quand tu viens, que tu dis non, j'ai un très, très bon relationnel. Oui, j'ai un très bon relationnel qui peut m'aider, d'accord, pour aller vers les gens, mais est-ce que j'ai la capacité de convaincre? Est-ce que j'ai une force de conviction? Est-ce que je suis capable d'exercer une influence sur un vis-à-vis pour l'emmener, en fait, à acheter mes produits? Est-ce que je suis capable de planifier et de mettre en place un plan d'action? C'est tout ça, en fait, qu'on va être en train de m'entendre. Les gens vont dire, non, moi, je suis dynamique. Comme je parle beaucoup, je peux vendre. C'est pas vrai. D'accord. Alors, moi, je prends votre avis sur un fait. Aujourd'hui, on parle de problèmes d'emploi. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en quête d'emploi, mais
On a également beaucoup d'offres d'emploi voilà, qui sont disponibles. Qu'est-ce qui justifie ce fait? Est-ce qu'on a beaucoup d'offres d'emploi qui sont disponibles? Les offres sont plutôt... la demande est plus forte que l'offre actuellement. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est pour ça que, justement, les jeunes doivent pouvoir mettre en avant tout le potentiel. Parce que, finalement, en fait, c'est un peu comme un entonnoir. On est nombreux à la base et au final, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'on va devoir te choisir toi? C'est ça que les jeunes doivent mettre en avant. C'est sur ça que les jeunes doivent travailler. C'est sur ça que les gens doivent travailler. C'est ça qui est important. Réussir en fait à se connaître soi-même. Et c'est pour ça que j'aime bien, moi, accompagner les gens, les développer, leur faire prendre conscience de ce qu'ils sont, pour qu'ils puissent le dire, pour qu'ils puissent le mettre en avant. D'accord. Alors, vous êtes une femme dans le secteur du pétrole et le thème Maud Camara, un profil polyvalent et atypique qui a su s'imposer dans son milieu professionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire vous-même que vous avez pu vous imposer, vous êtes polyvalente? Oui, on dit que je suis polyvalente. Bon, d'accord. Je crois que vous avez beaucoup de choses à dire. On va vous laisser le temps de souffler. Alors, Maud Camara, une femme au profil polyvalent et atypique qui a su s'imposer dans son milieu professionnel. C'est le thème que nous traitons aujourd'hui avec notre invité. Vous aurez l'occasion de revenir sur la question qui est restée en suspension. Voilà. Mais bien avant, je profite pour informer qu'il y aura la 2e édition du marché international des artisanes qui se tiendra du 25 au 28 mai 2022 au Palais de la Culture à Trècheville. Et la région à l'honneur, c'est le Bassa-Sandra. Donc, vous êtes tous invités. Le thème retenu, c'est entrepreneuriat de la jeune fille, gage d'une autonomisation et d'un leadership efficace. Voilà, Maud, on est de retour à vous, voilà, pour la fameuse question. La fameuse question, c'était quoi déjà? C'était votre polyvalence, La polyvalence. Oui. Bon, alors, déjà, si on repart même depuis le bac, un bac littéraire, une série technique. Auditrice, financier, commercial, parce que j'ai été chef département commercial, directrice commerciale, directrice des ressources humaines. Je m'occupe aujourd'hui de la communication, je gère aussi le juridique, voilà. Bon, en fait, on a déjà compris un mot, on veut juste entendre votre version. Alors, au multiple, qu'est-ce qu'on a dit, polyvalente. Donc, en fait, comment je réussis à gérer tout ça? Je pense parce que j'aime apprendre. C'est bien de pouvoir apprendre aussi. Et puis, c'est bien d'être ouvert. Je pense que j'ai cette capacité naturelle à m'ouvrir à de nouveaux défis. Et donc, c'est peut-être ma nature, en fait, qui m'aide à le faire. Et puis, c'est surtout aussi, je pense, l'éducation. Parce que dans ma famille, on est un peu tous comme ça. On ne se limite pas, on ne se contente pas de ce qu'on a. On veut toujours aller un peu plus loin. Donc, on a cette fibre peut-être entrepreneuriale qui fait de nous, en fait, des personnes, justement, qui sont polyvalentes. Parce que quand tu veux entreprendre, si tu ne maîtrises pas, en fait, la transversalité de toutes tes activités, c'est un peu compliqué. Si on reste focalisé sur le sujet de son entrepreneuriat et qu'on ne sait pas... je prends un exemple. Je veux faire un restaurant. OK, donc je sais faire la cuisine. Mais le fait de savoir faire la cuisine ne va pas être unique, ne va pas être la chose essentielle. Il faut pouvoir gérer le restaurant, il faut pouvoir faire tourner le restaurant, il faut pouvoir comprendre les aspects logistiques, savoir un peu comment est-ce qu'on fait un marché, gérer par exemple le service en table, gérer les finances. Enfin, il faut avoir quand même une certaine polyvalence pour pouvoir faire de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est important. Ça, c'est une clé importante pour pouvoir réussir. Et donc, même quand on veut être polyvalent au sein de l'entreprise, il faut pouvoir s'ouvrir à d'autres éléments. Ce n'est pas parce que je suis dans mon silo, par exemple, RH, que je dois rester focus RH. Je dois pouvoir, en tant que business,
partenaire, enfin être un business partenaire aussi pour les autres, parce qu'il y a des ressources humaines dans d'autres métiers. Donc, je ne me contenterai pas juste de faire les salaires, mais je vais voir un peu comment marche, par exemple, l'organisation, la structure d'un autre département pour voir comment le tout peut s'englober en fait dans la société. D'accord, d'accord. En fait, Maud Camara, elle parle tellement bien qu'on n'a même pas envie de l'arrêter. Et puis elle sait tout Et je faire. pense que c'est ce qui lui permet d'accompagner aisément tous ces jeunes à travers ces différentes capsules sur les réseaux sociaux et tout ça. J'ai une question. Oui, oui. Carole, on va aller rapidement. Oui. Comment vous arrivez à concilier vie de famille et vie professionnelle? Parce que très occupée comme vous êtes, polyvalente, on sait que vous n'avez peut-être pas le temps à consacrer à votre famille. Comment vous arrivez à gérer tout ça? Je pense que c'est peut-être dans le cas de la polyvalence que j'ai réussi à faire tout ça. En fait, oui, j'essaye de gérer mon temps. J'essaye de gérer le temps. Aujourd'hui, j'ai moins de difficultés parce que mes enfants sont grands. Et comme je n'avais pas toutes ces occupations-là aussi avant, donc j'essaye de gérer mon temps. Donc, qu'est-ce que je fais dans la journée? Je ne prends pas tout en même temps, alors il ne faut pas croire. Ce n'est pas parce que je fais plein de choses. Je reste très focalisée quand même sur mon travail. Je me donne le temps de pouvoir peut-être participer, par exemple, aujourd'hui à une émission, à une autre émission par là, aller faire un panel par-ci, par-là. Donc ça, c'est des moments très ponctuels que j'ai. Et puis, le soir, j'arrive à passer quand même du temps avec ma famille. Mais j'ai des enfants, enfin, je pense qu'on a inculqué ça aussi à nos enfants parce qu'eux aussi sont assez indépendants. Bah, c'est super. Et voilà, assez polyvalents aussi dans leur manière de faire. Merci beaucoup, Maud Camara. Voilà, vous allez rester avec nous. Est-ce que vous avez eu le temps de faire un tour pour la COP 15? Non. Ah, bah écoutez, on a des informations intéressantes pour vous. Super. Et je pense qu'on aura l'occasion de découvrir tout ça. Et c'est dans le JT de ce midi avec Nadia Sabé. On y va. C'est le JT de ce midi avec Nadia Sabé. Après avoir été honteusement éjecté par les agents de la sécurité de la COP 15, notre philosophe Kpetezwe Albert a reçu un message privé lui présentant des excuses pour l'affront qu'il a subi. Tout de suite en vidéo, la réponse de notre très cher Kpetezwe Albert. Je suis le philosophe Kpetezwe Albert. Je fais cette vidéo pour vous dire que si vous voulez me présenter des excuses, il va falloir le faire de façon interplanétaire. Parce que je suis fatiguée d'être humiliée. J'ai été humiliée en bordure de route, dans une brousse broussailleuse, à cause d'une histoire de coupe. On m'a traité tel un déchet, notoire de Dubaï. Il va falloir que cela prenne fin. Oui, on ne me respecte pas et on vilipende mon nom comme croûte de tchèp qui n'est pas encore bien cuit. Non, mais pour qui vous vous prenez? Il va falloir que ça cesse. Et trop, c'est trop. Et je vous le dis, si vous voulez que je revienne dans ce gîte décalé, présentez-moi des excuses de façon interplanétaire. Ou il va falloir que Caroline me dise un petit mot doux. En tout cas, je reviendrai. Je veux juste me sentir considérée. Il va falloir vraiment que ça cesse. Comment ça marche, ce truc? Même la technologie se fout de moi. Je suis le philosophe Kpetezwe Albert. Je fais... Il me fait de la peine et en même temps il me fait rire, mais vraiment il va falloir que ça cesse. Franchement, ça, tonton, quand même un philosophe comme ça qu'on traite de la sorte, d'après lui comme un déchet notoire de Dubaï, il faut que ça cesse. Mais c'est votre ami, est-ce que vous lui avez donné des conseils pour que ça cesse? Non, je lui parle, mais il dit il n'est pas considéré. Il dit il veut imposer sa philosophie, mais il n'est pas considéré, il se sent frustré. Il faut que ça cesse. Ok. Voilà, donc le deuxième sujet, on n'aura pas d'éléments vidéo parce que ce sujet-là est très sensible. Oui. Après le 28 février 2022, le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité avait annoncé pour le mois d'avril le début d'une opération de déguerpissement des zones à risque en prélude à la saison des pluies, afin d'éviter les pertes à vie humaine et dommages matériels. Vous voulez dire les pertes en vie humaine, c'est ça? C'est ça, merci. J'ai peut-être tout ça. C'est ça. Ah, merci là-bas. Toi aussi, tu regardes toutes les fautes là, il y a quoi? Bon, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ce que tu as dit là, il y a plus que ça. Est-ce que vous savez que pendant les saisons de pluie, il y a beaucoup de dégâts? Oui, des dégâts corporels, des dégâts physiques.
mentaux, mental, ce que vous voulez. Mais vraiment, tout est grave. Des grossesses par-ci, par-là. Non, c'est grave. Comme vous le voyez, il y a des dégâts d'enceinte, oui, qui sévissent en ce moment dans la ville. Oui, je vous le dis, en cette saison de pluie, madame ou bien monsieur, attrape bien ton mouvement. Parce que si ça t'échappe, c'est fini pour toi. Oh, et j'ai un message à dire aussi, oui, à vous les célibataires qui me regardez maintenant. Yako, ça va aller, c'est pas facile. Mais ne mangez pas le pain d'autrui, c'est un péché. À bon attendeur, bonsoir et félicitations. Merci Nadia. Alors, c'est vrai qu'on aura l'occasion de se retrouver la semaine prochaine, mais bien avant ce week-end, vous serez un spectacle. Exactement, Drôle de femme. Oui. Vous pouvez nous donner quelques informations? Oui, Drôle de femme ce 28 mai, voilà, et le 18 juin, voilà, deux dates, merci. 2 dates, non, je suis surexcitée, je suis pressée comme ça. Non, venez regarder, ça sera du lourd. Il y aura des grosses têtes. Base et Thérèse, j'ai failli dire Patezoua, Thérèse. J'ai failli dire Patezoua Thérèse. Non, il y aura Base et Thérèse. Il y aura Bleu Brigitte et plein d'autres. Venez regarder, vous ne serez pas déçus. Patezoua sera là-bas. Hein. Oui, ce samedi-là. Patezoua sera là-bas. Alors Nadia, vous avez eu l'occasion de parler des différents dégâts en période de pluie. Et oui. Justement, nous avons un invité, M. Yao Jules. Il est directeur des opérations de la salubrité et de lutte contre les... Bonjour Monsieur Yao. Et avec vous, on parle de la libération des zones à risque dans le district d'Abidjan. Tout à fait. Que doit-on savoir? On doit savoir que les populations qui vivent dans les zones à risque sont exposées à la mort. Et face à cette situation, le gouvernement a pris ses responsabilités de sensibiliser ces populations à l'effet de libérer ces zones. Vaut mieux vivre que de rester dans ces zones à risque et perdre la vie. Alors nous sommes venus sur ce plateau pour lancer l'appel à toutes ces populations qui sont concernées afin de prendre les dispositions pour libérer tout simplement ces zones, de sorte que pendant cette saison de pluie, il n'y ait pas de dégâts, il y aura certainement des dégâts, mais qu'il n'y ait pas de perte en vies humaines. D'accord. Et justement, est-ce que vous avez des conseils particuliers pour veiller à cela? L'appel que nous lançons aux populations, c'est de choisir la vie et non la mort. C'est pas parce que nous sommes dans une situation de précarité que nous allons nous exposer à la mort. Donc, vaut mieux partir pour préserver la vie que de rester et mourir. Mais est-ce qu'il y a des initiatives qui sont prévues, par exemple, pour les personnes qui se trouvent dans ces endroits en question et qui n'ont d'autres endroits où aller? Oui, c'est une question sociale. La question, elle est sociale, mais nous sommes dans l'urgence. Et face à cette urgence, il est mieux de chercher à libérer cette zone qui n'est pas, en réalité, ce ne sont pas des zones habitables. Donc il est mieux de les libérer que de chercher à avoir forcément une situation sociale ou quelque chose en retour avant de partir. D'accord. Et justement, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations et se prémunir, est-ce qu'il y a un contact, un numéro qu'on peut appeler? Le ministère est logé à la tour D, du 10e étage. Et donc, le cabinet du ministre et moi-même, le directeur des opérations de salubrité, nous sommes à la disposition de ces populations afin de continuer de les sensibiliser. Je rappelle déjà que depuis le mois d'avril, ces populations ont reçu des mises en demeure qui leur demandaient de partir. Les communications continuent de passer. Nos équipes passent dans ces zones à risque qui ont été identifiées ensemble avec l'ONPC, le ministère et les différentes mairies concernées. Et nous continuons donc la sensibilisation, mais nous voulons dire ici, à cette antenne, que d'ici la semaine prochaine, les opérations vont commencer et nous prions toutes ces populations de bien vouloir accepter de partir parce que le président de la République ne veut pas avoir de mort cette année pendant ces automnes. Je pense que c'est tout le monde, hein. Personne ne veut avoir de mort. Merci beaucoup, monsieur Yao Jules. Il y a beaucoup d'événements qui se passent un peu partout, des événements qui nous aident à apprendre énormément. Et on aura les 27, 28 et 29 mai 2022 au Majestic Figayo et à l'Institut français de Côte d'Ivoire, le festival du film d'animation. Et c'est très important, il y aura des diffusions en continu avec des formations et conférences. N'hésitez pas à y aller avec même vos enfants. Ce sera l'occasion pour eux d'en apprendre davantage sur l'univers des films d'animation. Et justement, depuis le début de l'émission, vous avez eu l'occasion d'entendre ces dames qui, dont les enfants sont également intéressés par les films d'animation. Je voudrais parler de l'association des belles dames de Yopougon Azito.
à Layop City. Et la présidente, c'est Madame Pénan Marcel et le parrain, Monsieur Touré Monsoiré. Et vous organisez un événement, l'association organise la fête des mères le 28 mai à Azito, Yopougon, en face de l'école Pémien. C'est bien ça. Voilà, donc on vous invite massivement à participer à cet événement. On a également les collèges Victoire de la Grâce Divine d'Oumé, de Diego Nefla, de Gabia et de Guinéiri. Merci à M. Bayard et M. Conan qui ont bien voulu accompagner les élèves. L'école organise sa journée d'excellence en vue de récompenser les meilleurs élèves. Et c'est le 1er juin à l'établissement Grâce Divine de Diego Nefla, le 2 juin à Oumé et le 3 juin à Gabia, sans oublier le 5 juin 2022, bien sûr, à Guinée-Iri. Voilà, j'espère avoir bien prononcé. Ben, je peux entendre des ovations alors si j'ai bien Ben, vous voyez le public, ils ont effectué le déplacement de façon très massive pour nous soutenir. Et on a la fille de Maud Camara qui a décidé également de venir soutenir sa mère. Est-ce qu'elle peut se lever pour qu'on lui fasse un petit coucou rapidement? Voilà, merci beaucoup, ça fait plaisir. Paulus. Oui? Est-ce que tu sais que je viens d'Oumé? Ah bon, hein? Oui. Ah ben, j'ai fait toute mon enfance à Oumé, donc ça fait tellement plaisir de vous voir. Et je suis née à Diego Nefla en plus. Ah bon? Ben voilà. En général, vous savez, les jeudis, après la chronique de Nadia, il y a la mienne, celle relative aux astuces et bons plans pour l'univers entrepreneurial et du business. Donc, si la régie est prête, je pense qu'on peut on y va. C'est malin avec Paulus Agathon. Eh bien, aujourd'hui, on va essayer de parler, sinon on va parler de comment créer son entreprise en minimisant le temps de déplacement. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand on veut créer son entreprise, on se rend compte très vite qu'il y a plusieurs acteurs qui entrent en ligne de compte, sans oublier notamment les différents documents à établir, ça et là, c'est pas toujours aisé. Et il faut dire qu'on a la chance d'avoir en Côte d'Ivoire le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, le CPC, ce centre au sein duquel est logé le guichet unique de l'investissement qui facilite un peu toutes les formalités de création d'une société. Vous pouvez même vous rendre sur leur site web pour avoir plus d'informations. Mais on a également d'autres initiatives qui ont décidé d'accompagner en fait les entrepreneurs en leur facilitant la tâche. Au Maroc, par exemple, on a des structures comme Fidutraco ou encore Legal Place. Et il y a plein d'exemples un peu partout dans le monde. En Côte d'Ivoire, il y a aussi des initiatives, sinon des plateformes et même des particuliers qui veulent accompagner les personnes dans ce sens. Et la plus populaire, qui est accessible via www.legafrique.com. Vous pouvez taper Leg Afrique sur Facebook ou Google. C'est une plateforme qui vous permettra, par exemple, de faire vos registres de commerce, fiches CNPS et bien d'autres documents pour votre structure. Voilà. Mesdames et messieurs, on est plus ou moins au terme de cette émission. Déjà? Oui, bien sûr. Pourquoi ça, là? Et vous le savez, on a commencé avec notre invité Maud Camara. On ne saurait la conclure sans lui donner la parole pour adresser un message peut-être à tous ces jeunes ou à toutes ces personnes qui suivent cette émission. Ou peut-être à Pétezoué aussi. Oui, pourquoi pas. Vraiment, bon courage à Pétezoué. Ça va aller, on va le considérer. Ah, bah, t'as vu. En tout cas, merci beaucoup à vous de m'avoir invité et puis à tous les jeunes qui nous suivent aujourd'hui. Croyez en vous, croyez en votre potentiel parce que je dis toujours, on n'est pas né vite. On est toujours par l'influence, en fait, par la volonté de Dieu. Et donc, on est toujours avec son esprit. Et donc, si on a l'esprit de Dieu en nous, on a forcément l'intelligence qui nous permet de pouvoir aller très très loin. Amen. Ben voilà, tout est clair. Amen. Et donc, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette émission. On va se retrouver demain vendredi pour la dernière. Et je vous garantis, il y aura du rire à gogo. Donc, vous n'avez pas intérêt à rater. D'ici là, retrouvez l'émission en replay sur l'application RTI Mobile et le site www.rti.ci.